on va commencer. Donc, on est ensemble pour, je crois, à peu près 2h30 autour de la psychiatrie. La première conf, si vous avez, elle est centrée autour de tout ce qui est troubles de l'humeur, un peu de QI un peu généralisé. Il y a de la pédopsie, il y a un peu d'addicto. On va voir, on va aller à votre rythme, on va voir parce que je sais qu'on est en début d'année et en début de semestre, qu'on va partir aussi un peu de votre niveau de connaissance. Je préfère qu'on aille un peu plus lentement et que vous posiez toutes vos questions plutôt qu'aller trop vite et que vous reteniez rien, ça sert pas à grand chose pour vous. Normalement, de toute façon, je crois que vous allez avoir accès au replay de la conf en entier qui a été enregistré, donc si jamais on n'a pas le temps de tout faire, vous avez toujours accès à ça. Et la partie, si on n'a pas le temps de tout faire, la partie qu'on fera pas est la partie la plus facile, la partie de laquelle vous avez moins besoin de moi pour comprendre et pour retenir. Donc, on va commencer déjà par rappeler, par déjà quelque chose d'assez évident, qui est de dire que la psychiatrie, en fait, ça tombe tout le temps, ça tombe tout le temps en concours. Qu'avant la réforme, les grands classiques, c'était quand même plutôt épisode dépressif caractérisé, donc EDC, qui tombait quasiment 1 an sur 2. Et l'autre grand classique, donc c'était déjà le suicide, ça tombait en QI tous les ans. Et autre chose qui tombait fréquemment, c'était schizophrénie, qui était aussi un grand classique. La pédopsie tombait un petit peu, mais finalement pas tant que ça, avec surtout en 2020, le DP sur le TDAH avait fait beaucoup de dégâts. C'était pas du tout des grands classiques avant la nouvelle réforme. Et en fait, là, depuis la réforme, la pédopsie, ça tombe beaucoup. C'est pour ça que je fais un focus pédopsie dans cette conf. Ça tombe beaucoup avec des tableaux assez inattendus. Quand on dit pédopsie, quand on a commencé à réviser le collège de psy, on pense d'abord, on s'attend, ok, je vais avoir des questions sur le trouble de l'autisme ou sur l'anorexie mentale. En fait, finalement, c'est même pas tant ça qui tombe. Ce qui est tombé, par exemple, c'est le trouble anxieux généralisé chez l'enfant au concours blanc de 2023. Aux ECN 2023, c'est la dépression du jeune, alors qu'on a plutôt en tête dans nos sujets de partiels, dans ce qu'il y a sur les plateformes d'entraînement, c'est plutôt dépression du sujet âgé qui tombe. Et aux EDN, il y a eu pas mal de questions, donc trouble du comportement de l'enfant, trouble du sommeil de l'enfant, bon, aussi idées suicidaires, troubles somatoformes. En tout cas, il y a pas mal de sujets comme ça qui tombent régulièrement et qui sont pas attendus, qui sont pas ce à quoi on pense quand on pense dépression, quand on pense psychiatrie. Donc l'idée, c'est de parler un peu de tout ça pour que vous ayez des bases et qu'il n'y ait pas de moment de panique au concours en se disant «Oh mon Dieu, j'ai pas lu lire le petit paragraphe, je vais pas savoir, donc je panique et je coche n'importe quoi et je perds des places». L'idée, c'est vraiment d'éviter ça. Donc, autre chose aussi qui est très importante, c'est que maintenant avec les mini DP, toutes les spé sont susceptibles de tomber, encore plus qu'avant, mais encore plus tout ce qui est petite spé. Donc la pédopsie, on vient d'en parler, mais aussi tout ce qui est addiction, médecine légale, faites très attention à tout ce qui est violence sexuelle. C'est un sujet de société énorme. Ça risque d'être d'autant plus tombable au concours. Donc, pas d'impasse sur ces petites spé-là. Alors, on va commencer du coup d'abord par la partie psychiatrie de l'adulte et on enchaînera sûrement sur la partie pédopsie et on verra si on a le temps ou non de finir toute la partie addicto. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je préfère y répondre au fur et à mesure, c'est plus simple et au moins ça permet de construire quelque chose de cohérent pour vous. Je resterai disponible à la fin s'il y a des questions. Voilà, on va dire ça, on va avancer. On commence, on est avec une patiente de 35 ans en cabinet de médecine générale. Elle nous dit qu'elle s'est effondrée en pleurs à son travail à plusieurs reprises cette semaine, ce qui l'a motivée à venir nous voir. Donc c'est une patiente qui est cadre, qui n'a pas d'antécédents. Elle nous dit qu'elle a des troubles de la concentration depuis 5 mois, c'est dans les suites en fait de son divorce, et que ça engendre des conflits avec sa hiérarchie. À la maison, elle nous dit qu'elle n'arrive plus à cuisiner, qu'elle n'arrive plus à faire le ménage, elle va se coucher dès qu'elle rentre, elle a pris 5 kilos. Elle nous dit également qu'elle pense à la mort depuis plusieurs jours sans pour autant avoir réfléchi à un scénario. Est-ce que là, vous vous sentez capable de me donner des petits éléments, un peu des signes cliniques, des signes sémiologiques que vous repérez? Alors en psychiatrie, il y a des signes cliniques qui sont assez évidents à repérer, où en plus, d'un point de vue sémio, on utilise les mêmes termes que les termes du quotidien. Ce qui est difficile en psychiatrie, c'est que le vocabulaire, il est assez riche et que vous n'êtes pas habitué à l'utiliser parce que les examens qui passent en psychiatrie, c'est extrêmement rare. Donc là, c'est très important d'être bien au taquet sur les définitions, sur la sémiologie, pour pas perdre de points sur ça. Alors, on dit en signe sémio, trouble de la concentration, idée noire, super, prise de poids, aboulie, pourquoi pas.
La boulie, là, elle est un peu ambiguë, c'est une ambiguïté de ma part. Moi, je te demanderai pas de la cocher, mais tu as raison d'y penser. Pourquoi je te dis que tu as raison d'y penser, mais que je trouve ça trop ambigu? Parce que je te dis qu'elle arrive plus à cuisiner ni à faire le ménage, qui est évidemment très évocateur d'Abouli, et tu as à 100% raison d'y penser. Et sauf que moi, je te dis, en même temps, je te dis qu'elle va se coucher dès qu'elle rentre. Et donc, je sous-entends quand même qu'elle a l'air bien clinophile, cette dame. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève des conséquences de sa clinophilie? Qu'est-ce qui relève d'une aboulie? Donc, moi, je trouverais ça trop méchant de vous demander de le cocher. Mais c'est c'est évidemment envisagé. Parmi les autres choses à questionner, voire repérer, déjà, il y a, elle pleure. Un patient qui pleure dans un énoncé de psychiatrie, c'est un patient qui est triste. Donc, si vous faites un des premiers critères pour pouvoir évoquer une dépression. L'autre chose qui est importante à regarder, c'est la temporalité. Depuis combien de temps elle va mal? Cette dame, ça fait plus de 5 mois. Donc, on est sur une temporalité qui est longue. Pour poser un diagnostic d'épisode dépressif, il faut au moins 15 jours. Donc là, on n'a pas de difficulté à ce niveau-là. L'aboulie, pour faire un rappel de la définition, l'aboulie, je sais que je dois faire quelque chose. J'ai donc ma to-do list, elle est faite dans ma tête, mais je n'arrive pas à la faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la motivation, parce que j'ai pas l'énergie, et que en fait, faire réaliser ma to-do list, même juste la première étape de ma to-do list, c'est trop coûteux et j'arrive pas à me mobiliser pour réussir à la faire. Donc ça donne des patients qui sont extrêmement anxieux le matin parce qu'ils pensent à tout ce qu'ils doivent faire dans la journée et parfois c'est des choses extrêmement bêtes, c'est se raser, se brosser les dents, mettre une chemise. Déjà, juste pour ça, vous voyez, c'est déjà tellement coûteux qu'ils sont obligés de le mettre sur leur to-do list. Et en plus de ça, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont très déprimés. Apragmatisme, c'est l'étape même pire. Apragmatisme, moi, ce que je vous dis, c'est de retenir plutôt apragmatisme dans un tableau de schizophrénie dans le syndrome négatif. Apragmatisme, c'est un défaut de planification. C'est-à-dire que tu vas voir un patient schizophrène, moi je vais voir un patient schizophrène et je vais lui dire, bon là monsieur, vous êtes quand même pas mal en surpoids, il y a une petite hypertension, ça serait bien que vous alliez voir un cardiologue. Mon patient il va me dire oui, oui. Le problème c'est que pour ce patient, certains patients schizophrènes sont très apragmatiques, comment on fait concrètement pour prendre un rendez-vous chez le cardiologue? Là, nous tous, on sait, bah, pour prendre un rendez-vous chez le cardiologue, bon, bah, je vais aller sur Internet, je vais regarder où est-ce qu'il y a des cardiologues pas trop loin, je vais regarder sur Doctolib quand est-ce qu'il y a des créneaux, je vais essayer d'appeler des cabinets, je vais regarder quand est-ce que moi je suis disponible. Enfin, vous voyez, dans ce truc très simple de prendre un rendez-vous chez le médecin, en fait, il y a déjà 5 ou 6 toutes petites étapes, mais nous, on ne les pense pas, on les a complètement automatisées. Mais en fait, pour le patient schizophrène, il n'a pas du tout en tête que pour faire ça, il y a 5 ou 6 étapes dedans et il va pas réussir à les faire parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas conscient qu'il y a tout ça à faire pour réaliser cette action. Alors que le patient abolique, il sait qu'il y a tout ça à faire, juste c'est trop coûteux. C'est vraiment ça la distinction. Donc l'apragmatisme, c'est encore plus sévère que la boulie si tu veux, mais vous pouvez retenir aboulie, dépression, apragmatisme, plutôt schizophrénie. Je vais avoir plein de moments dans la conf où je suis assez, comment dire ça, caricaturale dans ce que je vous dis, parce que moi je pense que l'idée c'est déjà que vous retenez des grandes lignes, que ça sert à rien d'apprendre tout en détail, c'est pas forcément ça qui tombe, on vous piège pas sur les rancés, sur les petits mots écrits en police 10, etc. En tout cas, c'est pas ça qui fait qu'on gagne ou on perd des places. Ah, sauf si vous visez un top 10, mais en dehors de ça, c'est pas intéressant. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est qu'en psychiatrie, on va pas vous piéger sur le diagnostic. On va vous piéger sur les termes sémiologiques, on va vous piéger sur les thérapeutiques, on va pas vous piéger sur le diagnostic. C'est pour ça que je me permets d'être un peu caricaturale, parce que vous allez avoir des tableaux de patients assez caricaturaux qui ne ressemblent pas aux patients de la vraie vie, mais c'est des patients qui vont permettre de bien rentrer dans les critères diagnostiques. Donc, on a dit, donc pour le premier paragraphe, on a déjà dit pas mal de choses. L'autre chose, donc dans le chat, vous m'avez dit idée noire, idée de mort, pardon. Donc effectivement, elle a des idées suicidaires. Est-ce que ces idées suicidaires, elles sont inquiétantes? Non. J'ai une patiente qui a pas de scénario, donc j'ai pas de dangerosité non plus, qui a pas d'antécédent suicidaire, quelqu'un qui a, en dehors de l'épisode qu'elle traverse, et pas un surrisque, a pas d'autres éléments qui augmentent son risque. Puis surtout pas de scénario, donc j'ai pas d'inquiétude là pour les prochains jours, pas de dangerosité. Je dis pas que c'est pas un marqueur de gravité. Bien sûr que tous les patients qui ont un épisode dépressif comme cette dame n'ont pas des idées suicidaires. C'est juste que les idées suicidaires en soi me font pas dire oh mon Dieu, il faut que je déclenche un plan en urgence. C'est ça que je dis. Mais évidemment qu'elles sont à prendre en compte, il va quand même qu'on la soulage du fait qu'elle pense à la mort depuis plusieurs jours. Et surtout, on veut pas que ça s'aggrave et que ça continue. Donc,
Alors, le diagnostic, c'est la question hors programme de la conf. Pourquoi? Parce que les PU adorent, en tout cas les PU à Paris, donc moi je suis interne à Paris, adorent poser tout un tas de questions sur la dépression. C'est leur pathologie préférée. Donc je préfère qu'on soit un peu plus précis plutôt que pas assez. Donc là, le diagnostic, c'est un épisode dépressif, mais c'est un épisode qui est dit à caractéristiques atypiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de poids et probablement une hypersomnie qui serait à rechercher. En tout cas, prise de poids, c'est déjà évocateur de caractéristiques atypiques. Dans la dépression, classiquement, je dors pas et je mange pas, donc je perds du poids. Dans la dépression caractéristique atypique, je dors beaucoup et je prends du poids. Donc, diagnostic d'épisode dépressif caractérisé, donc tristesse ou anédonie pendant au moins 15 jours, associé à donc, un certain nombre de critères, donc du ralentissement psychomoteur, donc je me déplace de manière plus lente, ma pensée elle est ralentie, mon débit de parole il est ralenti, c'est ça le ralentissement psychomoteur. Des troubles du sommeil, c'est surtout des réveils précoces, des troubles de l'appétit, de la dévalorisation, culpabilité, indécision, aboulie, clinophilie. C'est un tableau qui est plus fort le matin. Les comorbidités à rechercher de manière systématique, c'est les idées suicidaires, c'est les antécédents d'hypomanie, parce qu'il faut se questionner toujours sur un trouble bipolaire face à un patient qui a fait un épisode dépressif caractérisé. Et enfin, l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, un trouble de l'usage de l'alcool, ça peut mimer parfaitement une dépression. Sauf que pour poser un diagnostic de dépression, comme pour toute pathologie psychiatrique, il faut que mes symptômes ne soient pas causés par une cause organique, ni par la prise de toxiques. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est déprimé, mais qui boit, je sais pas, 4 verres de vin tous les jours, il va falloir qu'on voit, une fois qu'on l'aura sevré, qu'est-ce qui reste de cette symptomatologie dépressive ou non. Et c'est possible qu'elle disparaisse complètement à l'arrêt de l'alcool. Caractéristiques atypiques, donc je l'ai dit, hypersomnie, hyperphagie, prise de poids. Qu'est-ce qu'on fait en prise en charge à votre avis? Il y a des choses que j'ai déjà un peu dit. Moi, j'ai déjà dit que j'étais pas très inquiète sur, sur ces idées suicidaires. Donc, effectivement, je vais pas faire une hospitalisation sous contrainte. Je vais pas faire d'hospitalisation en soins libres non plus, puisque les idées sont pas particulièrement inquiétantes. Les idées suicidaires seraient plus inquiétantes, elles seraient d'accord pour être hospitalisées, on irait, mais là, on n'est pas dans cette situation. Orientation vers un psychologue, oui, vous cochez toujours sur un tableau de dépression. L'arrêt de travail, il y a des conflits au boulot, donc ça vaut toujours le coup de l'arrêter. Orientation vers un psychiatre de ville ou prescription du traitement adapté. Et alors ça, c'est non, c'est le